avec une première intervention de Frédéric Boiron, directeur général du CHU de Lille, suivi ensuite de deux exemples. L'exemple du CHU de Lyon, et ça sera Madame Virginie Valentin, la directrice générale adjointe actuellement par intérim du CHU, et un deuxième exemple, celui de l'UFR de santé de Rouen, une intervention de Madame Céline Mailleux, qui est sage-femme enseignante. Frédéric, je vous passe la parole. Merci beaucoup, et on va essayer d'être rapide, tonique et efficace sous la férule bienveillante de Gilles Rode et Jean Sibilia, qui a dû nous quitter pour des raisons de train, figurez-vous. De même que Marie-Thérèse Leccia, et je remercie François Roch d'être resté avec nous. Alors très rapidement, donc, quelques mots sur cette aventure partagée, je le rappelle, qui est venue d'une proposition initiale formulée par le club des directeurs généraux adjoints de CHU, directeurs généraux et directrices générales adjointes de CHU, qui était celle de proposer au pouvoir public un pacte. Ce pacte d'engagement, il a été repris ensuite dans la task force des CHU, la task force transition écologique à laquelle nous appartenons, et qui associe les 3 conférences de CHU. Et donc c'est devenu un dossier, projet commun à nos 3 conférences, marquant justement la capacité que l'on propose au pouvoir public, cette capacité particulière que nous avons de faire groupe dans les CHU. Donc avec les 3 valences de la gouvernance, directeur général, président de CME, doyen, mais de faire groupe aussi au sens l'hôpital et l'université, l'hôpital, l'université, la recherche. Nous pouvons proposer cela au pouvoir public et ça a valeur d'engagement particulier dans la politique nationale de transition écologique et développement durable. C'est aussi de parler de la masse que nous représentons, parce que si les CHU proposent de s'engager au pouvoir public, c'est aussi des quantités importantes de personnel, des quantités importantes de malades, des quantités importantes de partenaires, de sous-traitants, de structures liées à nos établissements qui sont concernés par ces engagements. Voilà, je n'en dirai pas plus sur ce pacte, vous le connaissez, il est disponible en ligne. Il a été signé par les ministres à l'occasion de Santexpo. Alors, il y a un ministre qui a changé depuis, nous le savons, mais la signature reste valable. Et ce pacte produit d'ores et déjà un certain nombre de ses effets. Je n'irai pas plus, je vous l'ai dit, dans les détails sur son contenu. Nous avons promis de faire vite. Alors, pour faire vite et donner des illustrations de ce qui est fait par nos établissements, et beaucoup de choses sont faites dans les CHU, dans d'autres établissements aussi, nous ne sommes pas les seuls, loin s'en faut, mais dans les CHU, beaucoup de choses sont faites en matière de développement durable et de préoccupations écologiques au sens large, on l'a vu d'ailleurs dans la table ronde précédente. Et donc quelques illustrations, ici des illustrations lilloises et juste après des illustrations lyonnaises. Sur cette diapo-là, je n'attirerai votre attention que sur une chose, ça pourrait paraître anecdotique, mais je pense que vous êtes nombreux à connaître cette initiative, le bloc bag. Eh bien, pourquoi j'en parle ? Parce que c'est pas seulement un tote bag, comme on dit en bon français, c'est un sac pour faire les courses, là, qui sont très souvent fabriqués en Asie et avec un label éco-responsable, ce qui pose quand même des questions. Le tote bag en question, il est fait avec du tissu de tenue de bloc opératoire réformé, qui sont récupérés à l'initiative d'un interne en ophtalmo du CHU qui l'a proposé. C'est venu de son initiative et qui a proposé de les récupérer, qu'on lui confie gratuitement évidemment pour qu'il trouve des couturières locales pour assembler les pièces de tissu et en faire un bloc bag. Alors ce n'est pas la seule initiative de ce genre, c'est simplement une des illustrations de ce qu'on évoquait tout à l'heure, facteur d'attractivité, mais aussi facteur de reconnaissance d'une préoccupation partagée avec les jeunes générations. Si nos établissements sont capables de soutenir ce genre de démarche, et même à mettre un peu de sous, on va vers la bonne attitude, nous semble-t-il, dans ces démarches qui se fondent aussi sur des initiatives individuelles. C'est une illustration d'une organisation retenue dans un CHU, le mien aujourd'hui, sur le développement durable. D'autres existent. Qu'est-ce que représente cette image, cette diapo ? Simplement le fait qu'il faut une organisation, pas seulement une improvisation ou de l'initiative, une organisation sur le développement durable, et donc une gouvernance associée
qui doit être la plus participative possible, avec, c'est ce que nous préconisons également dans le pacte, un engagement institutionnel validé au sein de la gouvernance sur les orientations politiques de l'établissement et de l'institution en matière de développement durable. À Lille, ça fait une douzaine d'années qu'il y a des programmes validés institutionnellement de développement durable. L'éco-responsabilité des sujets que nous connaissons tous, mais qui sont très partagés aujourd'hui, mais également très motivants, hein. Les filières de tri des déchets. Nous pouvons être exemplaires sur les filières de tri des déchets. Les déchets, on les trie à domicile, on les trie au CHU. Et au CHU, en plus, on a des déchets très spécifiques et on a aussi des capacités très spécifiques de valorisation et de tri. Donc, autant s'y engager, mais aussi autant le faire savoir. Les vélos, le label THQSE que vous connaissez, dans lequel certains établissements s'engagent, l'entretien des espaces verts, la suppression de tous les produits phytosanitaires, etc. Ces choses sont également très répandues. On a, depuis notamment la crise internationale et l'explosion des coûts de l'énergie, on a retrouvé aussi une dynamique encore plus forte dans le domaine de la maîtrise des énergies. Alors ça a un aspect financier, économique évident, mais c'est tant mieux. Je veux dire, il faut être pragmatique et opportuniste au bon sens du terme. Si c'est une motivation supplémentaire pour travailler sur l'éco-responsabilité, tant mieux. Il n'y a pas de honte à ça, et c'est du pragmatisme intelligent. Il y a une réponse très forte des communautés hospitalières au moment de la crise énergétique sur la maîtrise de l'énergie. Eh bien, faisons les deux choses, un petit effort pour atténuer l'impact financier et en même temps une politique appuyée sur ce sujet pour en faire un levier de mobilisation et de motivation sur la thématique du développement durable. Les déchets, je viens d'en parler, je ne détaille pas puisqu'il faut gérer le temps. Les transports, c'est un sujet qui est complexe. Alors on le voit bien quand on vient à Versailles avec un RER qui s'arrête toutes les demi-heures de fonctionner. On le voit quand on circule sur le périphérique des grandes villes et puis notamment à l'approche des Jeux Olympiques avec les travaux un peu partout. Les transports, c'est une thématique extrêmement forte pour nos personnels. C'est donc un domaine dans lequel on peut aussi, même si ce n'est pas le premier sujet d'impact de nos établissements, c'est un domaine dans lequel on peut trouver aussi des leviers de motivation et de mobilisation pour les équipes, de motivation et de reconnaissance. Donc, les exemples qui sont là sont faits par beaucoup d'établissements, mais il y a une époque où il était considéré moins normal, en fait, par exemple, que les CHU s'impliquent sur la question du transport à vélo. C'était considéré à une époque comme moins normal. On pouvait prendre en charge des forfaits transport pour les transports publics, mais on n'intervenait pas sur ces moyens-là. Bon, je crois qu'aujourd'hui, je dis une évidence, c'est quelque chose qui est très répandu. Il faut aussi, bien sûr, communiquer largement. C'est des sujets qui sont porteurs vis-à-vis de la population. Et je reboucle avec le pacte que nous avons proposé au pouvoir public. Nous avons un rôle pédagogique dans les CHU. Je suis devant le président des doyens qui pourrait contester ça. Mais nous avons un rôle pédagogique social qui va aussi vers la société. Et donc les thématiques que d'autres ont mieux développées que moi sur l'éco-conception des soins et la responsabilité dans les soins, elles sont présentes aussi sur les sujets de protection environnementale sur lesquels nous avons un impact sur notre environnement, au sens de notre environnement social et démocratique. Donc on a aussi ce rôle-là dans les CHU d'aller porter ces paroles à l'extérieur ou de les faire venir chez nous pour leur en parler. Éco-conception des soins, vous connaissez le sujet, beaucoup de thèmes très intéressants pour nous, mais encore une fois, je ne veux pas rentrer dans les détails. Et puis un dernier mot, pour qu'il y ait de la place pour d'autres exemples. C'est une des démarches que d'autres ont faites et qui seront faites encore ailleurs, c'est la conception éco-responsable des espaces de prise en charge. Alors ici, une illustration de la chambre éco-responsable, éco-conçue, avec des partenaires à Lille,
et notamment le FHU 1000 jours, voilà, ça y est, je vais y arriver. C'est des démarches très intéressantes pour nous aussi quand je pense à un certain nombre des partenaires qui soutiennent l'organisation des assises, où on sait qu'on a des paroles à porter sur la manière de concevoir les espaces de soins, pas seulement pour l'ergonomie et la maîtrise économique ou énergétique, mais plus largement, avec cette idée et cette conception, ou plutôt cette notion d'éco-conception des soins ou d'éco-responsabilité dans nos propres volumes intérieurs. Bon, je passe le sujet des coûts, parce que généralement, ça n'est pas gratuit, mais n'empêche que là encore, on a une thématique porteuse et pouvant mobiliser des communautés hospitalières. Voilà, je m'en tiendrai là. Merci à vous et je laisse la parole, Monsieur le Président. Donc la flèche verte, c'est bien celle-là. Hop, alors j'ai été trop loin, j'ai été trop rapide. Alors bonjour à tous, je vais essayer en quelques diapositives et quelques messages clés de vous donner une illustration en toute modestie de ce qu'est la mobilisation de transition écologique aux Hospices civils de Lyon, en vous rappelant quelques chiffres juste pour que vous les gardiez en tête au fil de la présentation. Donc Lyon, c'est le deuxième hôpital de France, 24 000 salariés, quasiment 1 million de mètres carrés, 3 000 marchés actifs et quasiment autant de fournisseurs. La transition écologique aux Hospices civils de Lyon, on essaye de la construire en raisonnant sur le fait que un hôpital, ça n'est pas n'importe quel milieu professionnel, ça n'est pas n'importe quel milieu de vie, c'est un milieu qui s'occupe de la santé. Et quel est le lien avec la transition écologique et la transformation environnementale? C'est que le changement climatique a forcément des incidences sanitaires, on le voit tous les jours, et donc c'est notre responsabilité de se mobiliser pour traiter ces questions. Et en même temps, on sait que le changement climatique peut mettre en situation périlleuse notre capacité à gérer notre mission, tout de suite maintenant, si on est sur des sujets d'économie et de ressources, voire sur des questions plus de résilience, quand on voit les températures qui peuvent monter très haut l'été, et des difficultés techniques que l'on peut avoir en fait à maintenir nos environnements. Alors sur cette base, nous avons essayé de construire un raisonnement basé sur 10 années d'expérience sur les sujets en fait d'évolution de transformation environnementale, beaucoup porté par les directions techniques sur les infrastructures. Et ce qu'on a essayé de construire depuis 2 ans, c'est le raisonnement en fait beaucoup plus exhaustif, beaucoup plus à 360 degrés de qu'est-ce que doit être un engagement de transition écologique et de responsabilité sociale d'un hôpital universitaire, en se disant qu'en fait, on doit toujours avoir un principe, c'est qu'il est clairement trop tard pour être pessimiste, mais en fait, il n'est pas encore trop tard pour être optimiste sur notre capacité à faire bouger même un tout petit peu les lignes. Et donc, notre fil conducteur, c'est d'essayer d'aller toujours plus loin, d'être efficace dans les actions que nous menons, de mesurer ce que nous faisons, évidemment d'innover parce que nous sommes un hôpital universitaire, mais également rendre compte et pouvoir dire avec exigence ce que nous arrivons à faire, peut-être ce que nous aurions aimé faire et que nous n'avons pas encore atteint. Cet engagement, il se traduit d'abord par un cadre d'engagement stratégique RSE des Hospices civils de Lyon que nous avons présenté à nos instances, qui s'appuie sur 4 orientations stratégiques, très en résonance avec le pacte écologique des CHU, puisque l'objectif, c'est aussi de pouvoir porter un message plus large que le périmètre de notre seul établissement, en disant ce qui est important, notamment le sujet de la sensibilisation, de la formation, de la recherche sur ces questions dans le milieu de la santé. Et puis, nous avions un bilan carbone assez daté, que nous avons actualisé, et qui nous a donc permis de réfléchir à la stratégie de décarbonation, avec un peu d'ambition, comme vous le voyez, puisque nous sommes partis sur l'idée que d'ici 2030, nous allions réduire de 20% nos émissions carbone, 19% exactement. Et donc nous avons utilisé ce bilan carbone pour venir en fait alimenter tous les plans d'action thématiques que nous avions déjà construits. Certains anciens, je vous l'ai dit, maîtrise des énergies, maîtrise de l'eau, d'autres plus récents, par exemple sur la sobriété énergétique, sur la question du lien avec le vivant et de la biodiversité qu'on ne traitait pas forcément très bien à Lyon, ou encore des aspects plus larges autour de l'engagement social et de la dimension de prévention, puisque ça a été dit notamment par Madame Marot quand elle est intervenue tout à l'heure. Il y a un sujet, si on veut aller très loin, de raisonnement entre l'équilibre curatif et préventif, et donc on a souhaité pouvoir en fait faire le lien avec toutes nos démarches sur la prévention
prévention, de la promotion de la santé, évidemment en interface très forte avec l'université. Ces plans d'action thématiques, on a décidé de les nourrir de ce qui fait sens à l'hôpital. Notre mission, c'est de soigner en premier lieu, et donc il ne peut pas y avoir d'engagement profond en transition écologique de notre point de vue en matière dans un hôpital comme le nôtre si on ne va pas sur les sujets d'éco-conception des soins, avec l'objectif en fait de le faire avec nos professionnels, mais aussi ce qu'on appelle à Lyon les voix plurielles, c'est-à-dire les patients, les proches, les aidants, les représentants du usagers, pour qu'en fait on ait une démarche qui soit portée par nos convictions, mais qui soit aussi éprouvée à l'aune des convictions et des points d'intérêt de ceux pour lesquels nous travaillons. Et puis évidemment, il y a un enjeu très fort de sensibilisation de nos professionnels, de sensibilisation des futurs professionnels. Et comme nous avons la chance, vous l'avez compris, d'avoir Marine Sarfati pas très loin de notre hôpital, même à un moment donné dans notre hôpital, ça nous permet aussi d'essayer de construire des raisonnements cohérents entre ce qui se passe par exemple en formation initiale et ce qui peut se passer ensuite en formation continue pour les professionnels qui sont chez nous. Alors je voudrais zoomer sur 2 points importants de notre démarche pour vous dire comment on essaye de penser les choses de façon assez pragmatique, mais encore une fois pour être efficace. D'abord, ma conviction assez profonde, c'est qu'un engagement de transition écologique, il doit s'appuyer sur un portage institutionnel, un engagement stratégique très fort, mais en fait ça n'a pas de sens si ça ne fait pas écho auprès de tous les professionnels du premier au dernier. Nous sommes 24 000 à Lyon, et donc l'ambition a été de se dire qu'on avait potentiellement 24 000 ambassadeurs à mettre en mouvement sur ces questions. Et l'intérêt, c'est que nos professionnels sont des citoyens, et donc, en fait, on peut aussi élargir la dimension de mobilisation sociale et citoyenne. Donc, on le fait de plusieurs manières. Notamment, je voulais zoomer sur un exemple qui concerne l'appel à projet que nous menons tous les ans en interne, doté de 250 000 €, où, en fait, on laisse les équipes nous dire ce sur quoi elles ont envie de travailler en matière de transition écologique. Donc, on choisit des thèmes d'une année sur l'autre. Cette année, on a choisi le thème de l'éco-conception des soins et des organisations, avec, vous le voyez, une vingtaine de projets accompagnés tous les ans sur des sujets très divers. Et ce qu'on essaye de faire, c'est de repérer les projets qui ont un potentiel de diffusion très forte d'un service vers tous les services de l'établissement. Donc, c'est ce qu'on appelle nos projets coup de cœur, verts évidemment, qu'on accompagne de manière encore plus importante pour qu'en fait, ils aient cet effet de dissémination extrêmement forte. Le deuxième point qui est extrêmement important dans notre démarche, sur laquelle on a accéléré très fort depuis 18 mois, c'est le lien avec le territoire. Agir seul, c'est important, c'est bien. Si on a des résultats, c'est même une très bonne chose, mais ça ne suffit pas en fait. L'important, c'est d'agir avec ce qui se passe autour de nous et de pouvoir en fait se mettre en synergie avec la mise en mouvement des autres acteurs, en considérant que la réussite sans doute des actions en matière de transition écologique, elles partent d'abord de ce qu'on est capable de faire à l'échelle locale. Évidemment, les impulsions nationales sont importantes, mais il faut qu'on se saisisse nous-mêmes des dynamiques et des synergies que l'on peut créer sur notre territoire. Alors nous le faisons évidemment avec les collectivités locales, et nous participons entre autres au programme de la ville de Lyon sur la neutralité climatique à horizon 2030, qui est un programme européen qui a labellisé 100 villes sur l'ensemble de l'Union européenne. Nous le faisons également avec les acteurs institutionnels ou économiques, et nous sommes, je pense, un des premiers établissements à participer à la dynamique des conventions des entreprises pour le climat à l'échelle régionale. On a travaillé aussi, par exemple, avec des institutions culturelles comme l'Opéra de Lyon pour discuter d'actions qui vont dans le sens de la transition écologique, mais aussi du lien social. Et puis, au plan national, on essaye de se positionner chaque fois que l'on peut avec d'autres CHU, d'autres établissements hospitaliers publics sur les questions de mise en avant des enjeux de transition écologique à l'hôpital, et même on essaye de pousser assez fort l'idée que quand il y a des expérimentations qui sont ouvertes, on est tout à fait prêt à être un acteur de ces démarches. On est à un certain point, il y a des choses qu'on a réussies, d'autres qu'on n'a pas encore complètement réussies, d'autres qu'on a encore à pousser. En tout cas, on a des résultats probants. Et ce que j'essaye toujours de mettre en avant dans cette mise en mouvement collectif, c'est que la transition écologique à l'hôpital, dans nos pratiques, dans nos usages, c'est possible, sans qu'en fait on en vienne à questionner la qualité et la sécurité des soins. C'est une démarche qui est créatrice de valeur pour nos professionnels. Ça fait sens à l'échelle individuelle, ça fait sens à l'échelle du collectif, et on a besoin de restaurer les collectifs de travail à l'hôpital. Et puis ça fait sens pour nos parties prenantes. Et par exemple, on a des échanges extrêmement intéressants avec les patients partenaires qui parfois nous disent « là c'est bien ce que vous faites, mais en fait vous pourriez faire encore mieux ». Et donc ils viennent nous bousculer un petit peu parfois dans nos certitudes pour qu'on essaye d'avancer plus loin.
Voilà, donc je terminerai en disant en fait les 3 mots-clés de ce qui est pour nous notre engagement de transition écologique, c'est le sens, c'est le collectif et c'est l'ouverture. Merci beaucoup. Très bien, bonjour à toutes, à tous. Je me présente, je suis Céline Mailleux, sage-femme enseignante au département des études de sage-femme de Rouen et chercheur associée au laboratoire CIRNEF, qui est un laboratoire en sciences de l'éducation et de la formation à l'université de Rouen-Normandie. Je remercie les conférences de m'avoir invitée à intervenir dans cette table ronde. Alors, je souhaite évoquer quelques exemples qui sont tirés d'une démarche de sensibilisation des futurs professionnels de santé sur cette thématique à l'université de Rouen. Je vais présenter 3 exemples d'enseignement sur l'université de Rouen pour sensibiliser les étudiants en formation initiale au développement durable. Tout d'abord, l'université de Rouen-Normandie, depuis 2006, est engagée dans une démarche de développement durable. Cette démarche s'est traduite par la mise en place d'actions avec des pratiques de gestion de l'établissement telles que tri sélectif des déchets, management de l'énergie, gestion différenciée des espaces verts. Au travers de cet engagement et des projets menés dans le cadre de cette stratégie de responsabilité sociale et de développement durable, l'Université de Rouen s'inscrit dès à présent dans une démarche plus intégrée avec des missions fondamentales, notamment en termes de recherche et de formation. L'Université de Rouen-Normandie entend ainsi jouer un rôle prépondérant dans un nouveau système socio-économique plus respectueux des ressources naturelles de notre planète et plus équitable pour l'ensemble de l'humanité. L'Université de Rouen lance un nouveau module de formation, celui que je vais vous présenter pour commencer, sur le développement durable et la responsabilité sociétale. Ce module de formation dure 10 heures. Il a été déployé à la rentrée 2022 pour tous les étudiants de première année de licence et de BUT, toutes disciplines confondues. Après une expérimentation menée en 2021-2022 dans 4 parcours de licence 1, ce module est donc généralisé aux plus de 6000 étudiants de première année de l'Université de Rouen-Normandie. Concrètement, ces derniers sont sensibilisés aux enjeux énergétiques, au changement climatique et ses conséquences à l'échelle globale et régionale, aux enjeux liés à l'érosion de la biodiversité, aux limites planétaires et aux modèles économiques alternatifs. Pour le président de l'université, ce nouvel enseignement apparaît comme une nécessité, quelle que soit la filière choisie pour les étudiants, car tous les métiers seront amenés à évoluer. L'objectif est d'avoir une culture commune concernant cette thématique. Concernant les filières médicales, cet enseignement DDRS, Développement durable, responsabilité sociétale, est réalisé en 2e année de licence et en format à distance. Autrement dit, en e-learning, plus ou moins avec des ED de remédiation en présentiel et plus ou moins avec des évaluations. Voici un bref retour de l'an passé. En orthophonie, cet enseignement DDRS a été réalisé en présentiel et n'était évalué que de façon formative. La note moyenne était de 14,5 sur 20. Une fresque du climat est organisée par les étudiants. Ils se disent prêts à consacrer en moyenne entre 1 à 4 heures par mois afin d'approfondir leur savoir sur cette thématique. En médecine, cet enseignement est effectué à distance, il n'a pas été évalué. Moins de la moitié des étudiants s'est connecté à l'espace de cours et aucun n'a passé l'examen formatif, mais à noter que l'accès à la plateforme a été tardif mi-mai. Et cet enseignement a été mis à disposition dans le cadre du service sanitaire. En IFSI, cet enseignement était réalisé à distance et il était évalué de façon sommative. La note moyenne a été obtenue et était supérieure à 16. Globalement, les étudiants ont signalé être en attente de supports de cours plus en lien avec la santé. Pour rappel, l'enjeu de cet enseignement n'est pas l'évaluation, mais bien la sensibilisation. Et cette année universitaire, cet enseignement DDRS se déploie sur de nouvelles filières telles que la maïeutique et l'odontologie. Intéressons-nous maintenant à un 2e exemple de sensibilisation en formation initiale proposé à Rouen, l'accès au module qui a été évoqué tout à l'heure, présenté par Madame Sarfati sur l'UNES, l'accès au module d'enseignement de médecine et santé environnementale.
Donc, ce module d'enseignement a été produit par la conférence des doyens des facultés de médecine de France l'an passé. Il s'agit d'un enseignement numérique de 6 heures. Je ne reviens pas sur les thématiques, les 4 blocs thématiques. Cet enseignement, il est disponible sur la plateforme UNES. Il est ouvert à l'ensemble des unités de formation et de recherche de médecine de France depuis la rentrée 2023-24. Il peut être déployé dans d'autres filières médicales et paramédicales. Et à l'issue du visionnage des vidéos et de la validation des questions, chaque étudiant se voit remettre un certificat. Et bien à Rouen, les étudiants en filière médecine et maïeutique ont accès à ce module d'enseignement. Enfin, je vais vous présenter un 3e exemple d'enseignement effectué sur la thématique de l'environnement à Rouen. Il s'agit d'une unité d'enseignement libre nommée Environnement et périnatalité. Elle est proposée depuis 3 ans à Rouen aux étudiants en maïeutique. Cette UE libre est née du constat du manque de sensibilisation sur cette problématique dans le cursus de formation initiale des sages-femmes. Or, pendant la grossesse et la période périnatale, la problématique de l'environnement prend davantage d'importance car elle touche la femme mais aussi le devenir de son enfant. Et les parents sont demandeurs de conseils sur la sécurité de leur environnement ou des produits qu'ils utilisent. L'enseignement que nous avons mis en place vaut pour 3 ECTS et se fait de façon hybride avec à la fois des temps en présentiel et des temps de formation à distance. Une place importante est faite pour les échanges, le regard critique et la réflexivité. Et les étudiants en font un retour très positif. Nous espérons d'ailleurs intégrer cet enseignement dans le tronc commun du cursus de formation initiale en maïeutique avec la réforme des études de sage-femme qui ajoute une 6e année de formation. Voici donc les 3 types d'enseignements que nous proposons aux étudiants en santé à Rouen, de façon à les sensibiliser, à les rendre responsables dans leurs activités personnelles et professionnelles à venir. Ainsi, nous avons devancé les recommandations émises par la note de cadrage du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche de juin 2023, qui préconise un enseignement de moins 30 heures sur la transition écologique pour un développement soutenable dans la formation de tous les étudiants de premier cycle de l'enseignement supérieur à l'horizon de la rentrée 2025. Pour information, le projet Transition, qui a été déposé par l'Université de Rouen-Normandie dans le cadre de la dernière vague de l'appel à projet Excellence France 2030, est lauréat. Le gouvernement alloue 5,4 millions d'euros au projet avec comme objectif de faire de l'Université de Rouen-Normandie un établissement de référence sur les enjeux de transition écologique et de culture et maîtrise des risques dans le contexte des changements environnementaux. La volonté de l'Université de Rouen-Normandie est de monter à 50 heures l'enseignement sur cette thématique. Et enfin, tout récemment, puisque ça a été évoqué en début d'après-midi, le 28 septembre dernier, une matinée débat a été organisée au campus santé de Rouen avec le Shift Project sur la transition écologique en santé. Voilà, je vous remercie de votre attention.